Bonjour et bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui nous allons parler GT3 et un tout petit peu de GT3 Cup. Celle-ci est une phase 2 avec un 4 litres, mais la précédente GT3 Cup que nous avons eue ici au garage était un 3 litres 8 Metzger, exactement comme la GT3 RS qui est juste derrière la caméra. Alors on va pouvoir comparer un petit peu les voitures parce que quand on dit que c'est radical une GT3 RS, vous allez le voir, le premier point c'est la lunette arrière. Cette lunette arrière, vous le voyez, est en plexiglas, en macrolon. En tout cas, c'est du plastique, c'est très léger et très souple. On peut imaginer que le reste des vitres est très léger également, que le verre est fin, mais sur la Cup, c'est pareil. On a un petit peu plus de vitres en ABS, il n'y a pas que la lunette arrière. On a l'ensemble de la voiture, sauf le pare-brise, mais quand même, ça prouve vraiment l'envie à cette voiture d'être légère et efficace. Vous le voyez, on est sur la Cup et ça fait à peu près le même bruit. Quelque chose qui saute aux yeux, on est en plein derrière, on est en plein dessous, enfin on est juste à côté, c'est l'aileron. Ici, on fait de la course, c'est normal que ce soit important, mais je vous garantis que sur la 997 GT3 RS, on avait passé un cap aéro et on le sent très bien sur la route. On va regarder un petit peu ce que ça donne esthétiquement. Le principe est le même. Une grande planche, deux pieds bien hauts pour vraiment donner de l'aéro et puis les dérives sur les côtés. On est sur quasiment la dernière génération des 997. Ensuite, il y a eu un 4 litres qui a quand même été assez peu diffusé. C'était la GT3 RS Ultime. Donc il y avait un petit peu l'envie à en voir. Maintenant, on est toujours sur 4 litres, même sur la toute dernière 992 GT3 RS. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de faire quelque chose entre les deux. La polyvalence est là, c'est tout l'avantage d'une Porsche, mais pour revenir au côté efficacité, on a ici une grosse prise d'air qui alimente le moteur via la boîte à air, et sur la Cup c'est exactement la même chose. On a vraiment des similitudes qui sont très frappantes. L'air qui passe au-dessus de la voiture et s'engouffre dans ce capot arrière finit dans la boîte à air et est avalé par ce magnifique 3 litres 8 qui développe 450 chevaux. Et je vous garantis que là, on est dans une génération de voitures où ça commence à causer. Parlons un petit peu plus en détail de cette voiture. On a des options qui sont particulières. La voiture est normalement, vous le savez, ce modèle est mythique de chez Mythique. C'est vraiment le Graal. C'est un petit peu la CSL, enfin, en tout cas je la vois comme ça, au premier abord, la CSL de chez Porsche. C'est une voiture légère avec plein de petites options et des choses qui font que la particularité est vraiment présente. Sauf que là, cette voiture n'était livrée que, alors il n'y avait pas que ce gris, mais c'était que gris avec tous les détails rouges. Et ici, on l'a avec tous les détails orange. Donc c'était une volonté du précédent propriétaire. Donc ici, on est orange, les jantes, les rétros, les bandes propre à cette voiture et le GT3 RS sur le côté qui n'apparaît que du côté conducteur. On a également l'arceau, les surpiqûres au niveau du tableau de bord et des garnitures de porte, ce qui fait que c'est un modèle unique. C'était pas prévu, mais l'entretien et la révision, enfin façon de parler, on est en train de checker la Cup juste avant de partir à Hockenheim en Allemagne et ça nous permet de... les ressemblances, c'est un grand mot, mais on a un arceau, c'est pas le même, mais les deux éléments sont présents. Un siège baquet, de la même manière, et quelque chose d'important, puisque ça fait un petit peu toute l'ambiance de cette voiture, c'est cette boîte mécanique 6 rapports. Alors concernant les Cup, c'est la 997 qui a fait passer du levier sur une boîte séquentielle aux palettes au volant. Les phases 2 avaient l'option qui pouvait être installée. Et concernant les GT3 Cup, on n'a plus l'option de levier, c'est que des palettes. Et ensuite sur les 991 GT3, il a fallu attendre les versions Touring pour avoir la boîte mécanique. Donc on a vraiment ici tout... C'est une voiture qu'il faut conduire et qu'on apprécie vraiment quand on la conduit. Il faut vraiment essayer pour s'en rendre compte. Ça donne tout le charme. C'est une des raisons pour laquelle la voiture est là. On y reviendra, mais on va faire un petit essai routier et je vous donnerai mes sensations. L'ambiance est plutôt classe, même si on est dans un bolide plutôt typé piste. Le cuir étendu avec les surpiqûres, l'Alcantara en bas, l'Alcantara au plafonnier. On a aussi le soufflet, le levier de frein à main, le volant avec le petit centreur. Et on sent que c'est light, mais c'est classe quand même.
Quelque chose qui est vraiment présent aussi, c'est le carbone. On en a partout. La console centrale, c'est une chose qui est assez balèze, mais on a aussi tous les petits inserts au niveau des aérations, mais même au niveau des ceintures arrière, c'est un détail quand même assez subtil. Par contre, les sièges en carbone qui sont spécifiques à cette voiture ont toute la coque arrière, enfin toute la coque en carbone apparent. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Ouais, l'ambiance est là, je le dis depuis le début, mais... Quand on roule avec cette voiture, difficile d'oublier le côté club sport. Il est très intéressant d'avoir cette GT3 RS au garage en ce moment. Et pourquoi j'insiste sur le moment, c'est que cette année, c'est les 50 ans de la RS, puisque les premières appellations n'étaient pas GT3 RS, mais seulement les 2 lettres. Alors, les petites sangles qui ouvrent les portes, de la même manière que beaucoup de générations de GT3 RS, puisque ce n'est pas comme ça dans la GT3 standard, sont apparues dans celle qui sort cette année, enfin, plutôt l'année prochaine, puisque là elle est dévoilée, on est en septembre et on commence à la voir sur les routes en vidéo. Donc Porsche est très fort pour la communication et faire monter le buzz pour la sortie de ces voitures, et là on voit des éléments arriver petit à petit. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est les combinaisons de couleurs. C'est vrai que cette année, ils l'ont dévoilé en blanc avec toute la déco vert. Ça donne quelque chose de mythique à la voiture. Et ce orange Porsche, même s'il n'est pas d'origine, on sait que la couleur est très importante aussi, et notamment sur les GT3 RS phase 1. Abordons quelques secondes ce qui amène la voiture ici du côté préparation. On a un filtre air BMC, c'est peu de choses. On a ensuite, vous allez comprendre ensuite, lors de l'essai du véhicule, des câbles. Plus bas, nous avons des disques. Vous allez me dire des petits disques. Nous avons ici quelques pièces, des durites, avec des joints. Et ici, des pentes. Alors des pentes, on va y venir. Et un support que je ne vais pas déballer tout de suite, puisqu'on va garder un petit peu de suspense. Mais globalement, puisqu'il va y avoir d'autres choses qui vont être abordées, notamment le côté freinage et pneumatique. Mais voilà, je voulais en parler un petit peu. Allons l'essayer. Et en traînant ici de ce côté, on peut distinguer un coupe-circuit. Et quand je vous dis que c'est pas loin, en fait chez Porsche il y a vraiment un monde entre la course, c'est certain, puisqu'on a une boîte séquentielle, ici une boîte manuelle, mais ce serait une PDK, ce serait pareil, ce ne serait pas pour autant une boîte aussi compliquée et aussi, enfin bref, une boîte séquentielle c'est quelque chose. On abordera le sujet plus tard, mais on a un coupe-circuit et sur la Cup c'est le même. On a abordé globalement, alors je ne sais pas si vous avez compris à quoi servent ces petites pièces. Alors grosso modo, tout ça c'est de la transmission en partant du levier aux internes. Il y aura d'autres détails qui vont venir, il y aura pas mal d'entretien finalement avec du remplacement de certaines pièces qui sont de la maladie, on fait du préventif. Et il y aura aussi un petit peu de châssis concernant ces bras qui sont les TOE arrière, les bras de pince qui permettent de régler le parallélisme arrière. Mais en fait, je reviens à ces bras puisqu'en fait, c'est la seule pièce qui différencie quasiment le châssis de la GT3 RS 4 litres, la dernière évolution de cette 997 GT3 RS. On a des rotules unibales de chaque côté qui rendent les choses beaucoup plus précises. C'est la différence entre une GT3, une GT3 RS, une Cup. À chaque fois, c'est une histoire de rigidité. Quelque chose qui est propre à ces modèles, c'est la butée d'embrayage. On est en rigide et on entend la butée. Alors c'est pas la butée en elle-même, enfin c'est elle qui fait du bruit, mais c'est pas elle qui cause ce bruit, c'est vraiment le côté rigide du volant moteur, de l'embrayage et du mécanisme. Et c'est quelque chose qui fait que la voiture est bien moins confortable, bien moins agréable à condition de rouler doucement, mais par contre ça rend la voiture beaucoup plus racing, plus efficace surtout. Alors on passe les rapports et vous allez le voir, c'est un petit peu dur et à la conduite ça l'est beaucoup plus. Je parlais de la pédale d'embrayage, mais ça concerne aussi le levier. Concernant maintenant
la position de conduite. Il y a très peu de Porsche, peu importe lesquels, qui nous déçoivent. Ce baquet est particulier puisque c'est presque le plus étroit de ceux que j'ai eu l'occasion d'essayer dans une Porsche, très clairement. D'habitude c'est un petit peu plus large. Donc le côté radical de cette voiture a sûrement amené quelques problèmes de compatibilité entre le conducteur et la voiture. Ce qui va nous empêcher de faire un gros essai, c'est le niveau de carburant, puisque on a un petit peu moins d'un quart, mais je voulais vraiment vous donner mes sensations avant modification. La voiture est aujourd'hui plutôt stock avec un échappement JCR, la partie après catalyseur, ce qui fait que c'est plutôt juste pour le bruit. On gagne un petit peu de poids, mais on gagne pas de performance. Par contre, ça chante, c'est pas la sonorité... Enfin, c'est pas la même sonorité qu'avec des collecteurs longs, et pour ne pas citer d'autres marques, ça fait quand même la différence, notamment en termes de perf, mais c'est pas le même son. Alors pour autant, on reste dans un 6 cylindres qui prend un peu plus de 8000 tours. Autant dire que ça chante. Quelque chose qui est apporté par les boîtes PDK robotisées, c'est ce confort d'avoir les palettes au volant. On sait que les puristes ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais sur celle-ci, tout ce plaisir, et je dis plaisir, 5000 tours, est un petit peu assombri par cette boîte de vitesse qui est bien étagée, mais dont le guidage est à perfectionner. Vous le verrez dans la suite de cette vidéo, c'est en partie là-dessus qu'on va bosser. Quand on fait 3, 4, 4, 3, ça va très bien, mais quand on commence à vouloir croiser les rapports 4, 5e, 4e, 4-3, je vous l'ai dit, c'est pas trop mal, mais c'est pas très confortable. Repasser une 2, j'exagère à peine les choses, c'est physique. Alors même si ça donne un certain plaisir, même si on aime passer les rapports, c'est dangereux. Si on attaque et qu'on se retrouve dans un moment de latence, la voiture bouge et ça, c'est pas perf. C'est pas perf et c'est pas safe. Ce qui est propre à ces bruits de butée et de transmission, c'est d'augmenter avec la température moteur, la température de la voiture. Là, on l'entend vraiment beaucoup et c'est un charme en fait, finalement. Au début, on se demande, on se dit que c'est bizarre. La première fois où on achète une M3 par exemple, on fait la modification, on a l'impression qu'il y a un bug et c'est normal. La première fois où on achète une GT3 neuve, je parle de la 992 en ce qui nous concerne, elle ne faisait pas. On a fait 200 bornes, 300 bornes, 500 bornes, quelques tours de Nürburgring, le bruit est venu doucement. Ensuite, il est venu et on est quasiment au même résultat. On est quasiment au même résultat, sauf qu'on a une boîte PDK et elle le fait qu'au neutre. Allez, 450 chevaux. Première. Deuxième. Et comme toute Porsche, comme beaucoup, c'est à 5000 que ça s'énerve. La voiture est actuellement équipée de PS4S, un pneu qui fait le boulot et qui bouge beaucoup.
notamment celles qui sont handicapées par l'aéro, c'est-à-dire 300 km/h. Alors, pourquoi ce côté aéro m'intéresse tant? C'est que dans cette voiture, je l'ai tout de suite ressenti. Une voie d'accélération, un enchaînement de virages intéressant au-delà de 100-120 km/h, et tout de suite on sent que la voiture est plaquée, et plus on accélère, plus ça la plaque. Ce qui donne envie de rouler vite, c'est un peu le piège, mais c'est tellement grisant. L'amortissement n'est pas là, et pour le côté technique, c'est ce qu'a apporté les voitures modernes, puisque les anciennes voitures n'avaient pas ces embrayages amortis et donc étaient justement assez désagréables pour rouler sur la route. Là, c'est l'inverse, ça donne l'ambiance. C'est un peu comme pour les freins, si ça couine pas, ça freine pas, et ben c'est la même chose. Si on n'a pas ces désagréments sonores, ça veut dire que ça marche pas. C'est un peu radical comme principe, mais parfois c'est réel. C'est fou comme cette voiture enchaîne les virages avec rigueur et dynamisme. On se sent jamais en manque de train avant. Il faudrait vraiment rouler très vite pour trouver les limites sur route. On serait curieux de savoir ce que ça donne sur circuit, et je serais très agréablement surpris, j'en suis certain. Balade terminée. Alors je commence à sentir les fourmis dans mon pied gauche. Est-ce que c'est la remontée d'informations? Un petit peu. Est-ce que c'est le fait de forcer excessivement sur l'embrayage pour pouvoir passer les rapports? Très certainement. Ce qui veut dire que malgré le fait qu'on aime ou on n'aime pas, encore une fois, la boîte manuelle ou la boîte PDK, il y a quand même un confort et une rapidité nettement meilleure. En PDK bien sûr. Le but va être de gommer tout ça, de rendre cette voiture aussi agréable que possible. Et on a parlé beaucoup de ce côté transmission. On va parler aussi de la motricité avec les éléments que vous avez vus dans le capot avant. Et on va aussi aborder le côté fiabilité. Ces voitures ne sont pas toutes jeunes, ne sont pas très vieilles non plus, mais il s'avère qu'il y a des maladies. Et des maladies chez Porsche, il y en a quand même pas mal. C'est fiable, mais il faut savoir anticiper. Difficile de lancer ce chantier avant de vraiment faire le tour de la voiture, et une chose à noter, un détail, c'est l'échappement qui a été modifié. Alors c'est pas à la sauce Dundon, du coup j'ai le mauvais t-shirt, c'est un échappement JCR. Alors c'est juste une suppression de silencieux arrière, c'est fait pour faire du bruit, on gagne un petit peu en poids, mais pas d'augmentation de performance. C'est quand même du beau matériel, c'est bien soudé, ça prend une belle couleur, c'est du plus bel effet.
Ça a beau être la plus belle des GT3 RS, mais c'est propre à toutes les Porsche. Sur un Boxster, celui qu'on a vendu par exemple il y a très peu de temps, un 986, le collecteur était horrible, horrible de chez horrible. Donc forcément il y avait du gain. Ici c'est beaucoup plus beau, on sent que Porsche a fait un effort, mais on est bien loin d'une optimisation vraiment efficace puisque les tubes sont très courts, de la même distance certes, mais tout a été priorisé pour le catalyseur avec un écoulement des gaz. On le voit bien, ça va dans ce sens-là, ça part comme ça vers l'arrière avec un angle quasiment à 90 et ensuite ça refait un coup d'ici. À noter qu'on a encore les gamelles sur les côtés qui font le cheminement avec les valves ouvertes et fermées. Étant donné qu'on a abordé le côté Metzger, ce moteur assez ancien qui a équipé beaucoup de Porsche, ici il est noté 996. Ce bras de suspension, le TOE, se situe ici d'origine. On va l'installer entre la fusée et le berceau, ce qui va venir régler la pince de manière rigide puisqu'on a une rotule uniballe. Ce qui nous amène à faire un petit peu les différences entre une GT3, une GT3 RS, une 997, une 996 et les modèles plus récents comme les 991. On va pouvoir parler un petit peu cyle en bloc. Très simplement, on peut voir que sur la fusée c'est rigide, c'est une rotule. Au milieu, ce qui lie avec le bras de chasse, c'est un cyle en bloc assez vide, assez ajouré, et côté berceau, on a un cyle en bloc qui est là plutôt costaud. Donc ce qui vraiment ferait une différence avec d'autres voitures, c'est celui-ci sur les Cup, sur une 991 GT3 RS. Et pas une Cup, on a ici carrément de l'aluminium, donc c'est rigide également. À noter que la barre anti-roulis est réglable avec 3 à 4 positions entre l'avant et l'arrière, ce qui donne quand même un petit côté racing, comme sur les GT3 en 991 et 992. Bon, on ne connaît pas encore toutes ces générations de Porsche, on le découvre ensemble et ça on aime le faire. Concernant ces bras, justement, certains ont du jeu, donc ça va faire partie du chantier. On va remplacer ces 4 bras de suspension inférieurs, ce qui nous amène au reste des pièces que nous allons remplacer. Une décision très tardive, hier, celle des durites de frein, puisque contrairement aux idées reçues, les GT3, GT3 RS et même notre ancienne GT3 Cup avaient des durites de frein traditionnelles. On va donc les remplacer par des durites Avia. Continuons à parler de cette 997 GT3 RS, en tout cas ce qu'il en reste. Vous pouvez constater que le moteur est sorti et que la boîte de vitesse est sortie. C'est l'occasion de parler de pourquoi cette voiture est ici en termes de modification et de préparation, et on va dire d'optimisation mais surtout de fiabilisation, puisque toute cette partie en aluminium que vous voyez au milieu de ces 2 pièces de transmission, c'est beaucoup de temps à passer et c'est une modification qui est assez peu commune. Commençons par celle-ci. On a tout le piping, si on peut appeler ça comme ça, c'est toute la partie de circulation des fluides de ce moteur. Ça peut paraître tout bête, mais vous le voyez, ça brille particulièrement au niveau des fixations, des connecteurs. Et ces morceaux qui sont pliés et détériorés, c'est les morceaux d'origine. Donc tous ces morceaux, on va essayer de prendre le bon avec le bon diamètre, ont été extraits de la pièce en aluminium qui est sur la voiture, parce que d'origine c'est collé, monté en force. Ensuite on a remplacé par des éléments qui sont usinés, et enfin c'est peut-être pas usiné, mais par des éléments tout neufs qu'on a soudés. Donc aluminium sur aluminium, on a fait une soudure étanche. C'est pas nous qui l'avons fait, nous ne sommes pas équipés pour souder l'aluminium, nous avons fait appel à un professionnel de ce type de soudure. Des éléments comme ça, il y en avait beaucoup. Vous avez vu le sachet qu'on avait dans les mains, il y en avait pas mal. Ici on en a deux également sur cette pièce. C'est des petits morceaux qui servent, ici on a le passage du fluide avec une sonde de température. Ici on peut soupçonner un thermostat, mais on a un gros morceau qui se trouve juste derrière moi, qui lui loge la pompe à eau. La pompe à eau, alors on a toujours quelque chose qui ressemble un petit peu à un escargot avec une hélice. Là, c'est la pièce neuve. Forcément, évidemment, on va remplacer ce genre de pièce qui lâche assez facilement par une pièce flambante de chez Porsche, le constructeur de la voiture. Alors c'est un petit peu lourd, c'est assez massif. Vous le voyez, le connecteur qui a été remplacé. Il y a d'autres connecteurs qui sont en place sur ce bel élément, mais qui eux ne posent pas problème. Alors, on ne peut pas le remonter tout de suite. C'est des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. On vous montrera tout ça à la fin. Je pense que on a fait le tour de ce souci. Alors, on est d'accord, tout ça, c'est pour éviter que la pièce sorte de son logement et créer une fuite de liquide de refroidissement.
On va faire le tour de ce moteur pour voir un petit peu comment c'est fichu, mais ces deux câbles qui font partie un peu de la partie transmission, c'est cette partie qui, enfin c'est la commande de boîte, nous amène à cet élément qui est juste ici, bien massif, dans lequel on va monter ces disques et ces pentes. Ici, la cloche de boîte dans laquelle on va avoir l'embrayage avec le volant moteur et on a un embrayage digne d'une voiture de course. Hein. Tout étant rigide, c'est pour ça en fait qu'on entend les remontées de bruit de transmission. Rien n'est amorti et c'est léger. Vous le voyez, puisqu'un volant moteur, ça pèse normalement. Alors ce volant moteur vient dans la boîte de vitesse, mais ça se passe de l'autre côté. Pris dans mon élan, je me suis trompé. La pièce que je vous ai déposée ici, c'est la partie mécanisme d'embrayage. Et c'est vrai que c'est évident puisqu'on a le diaphragme qui vient comprimer et décomprimer le disque qui est au milieu. Et on a ici la butée. Mais la butée, enfin, on voit jamais ça. Donc j'ai été un petit peu surpris. La couronne reste sur cette partie. La couronne qui va être entraînée par le démarreur pour pouvoir lancer le moteur. Et ici, on vient de retourner le moteur, vous avez le volant moteur. Mais alors, il est tout petit, tout fin et vraiment basique. La partie dentée qu'on a posée sur le mécanisme, en fait, vient se fixer sur le volant moteur. Donc c'est pareil, ça se démonte très rarement, ce genre de pièce. Et ce qui fait qu'on peut penser qu'elle fait partie du mécanisme. Ça fait vraiment penser à une voiture de course et je vous le dis puisque sur la 91 Cup, phase 1 ou phase 2, à savoir que la phase 1 avait quasiment le même moteur, c'était le Metzger, on a la bâche à huile qui se trouve ici, donc en fait on n'a pas d'huile sous le dessous du moteur, on a toute cette quantité d'huile qui est assez importante, hein. On est globalement sur 10 litres sur les Porsche. Sur le côté ici, plutôt, la boîte est inversé, hein, ça c'est l'arrière de la voiture et ici on va vers l'avant de la voiture, et ben c'est pour centrer un petit peu les masses, on a la quantité d'huile qui est le plus en avant possible. Ici l'échappement et les collecteurs c'est vraiment un petit peu le défaut des Porsche de manière générale, c'est ce que je dis à chaque fois, ils se gardent une réserve d'évolution importante de ce côté, mais aussi de ce côté. En général, les préparations que nous faisons, plénum IPD ou prépa Dundon, ça consiste à remplacer ce papillon par un modèle plus gros. Ici, on est à 84 mm et remplacer aussi ces collecteurs par quelque chose de plus beau. On retourne une nouvelle fois ce moteur pour reparler de la transmission, puisque les pièces sont ici. Alors même si ce n'est pas le côté boîte, hein, les disques, ça va être une partie intéressante de cette modification, on vous montrera comment ça se passe, mais les disques viennent se mettre dans la boîte de vitesse évidemment, et les pentes, on vous expliquera tout ça en temps voulu, mais ça concerne l'agrément et les performances de motricité de cette GT3 RS, ou en tout cas ce qu'il en reste, son moteur et sa boîte de vitesse. Au boulot, et pour bosser il faut quelques pièces. Alors c'est la boîte de la pompe à eau. Ici on a encore de la pièce, alors il y a de l'étanchéité, il y a des filtres, il y a des courroies, quelques capteurs et plein de choses, on vous montrera. Mais il y a aussi d'autres éléments comme ça qui concernent la boîte de vitesse, qu'on ne vous a pas montré et qu'on n'a pas déballé, puisqu'on pourra le faire bien plus tard, tout comme ce filtre à air. Alors c'est vraiment une prépa et un chantier varié, c'est hyper intéressant. Vous le verrez, à l'essai, cette voiture est surprenante, elle l'était avant, elle le sera encore plus après, puisqu'on va aborder aussi une partie châssis avec les TOE, des bras de suspension, un programme complet. Quittons cette ambiance Porsche pour aller un petit peu du côté de chez BMW avec ce V8 qui est là, tout nu devant vous. On va lui remonter un kit ESS, donc un kit compresseur. On a hâte, mais pour aller dans un univers qu'on ne connaît pas, c'est la Lotus. On vous montre vite fait un très bel exemplaire. Nous avons ici la GT3 RS anglaise, une Lotus, et un truc bien énervé que je n'ai jamais essayé et que j'ai peut-être croisé, très certainement même sur la piste ou sur les bords de la piste, mais j'ai jamais pris le temps de regarder de près. Et franchement, là on a un bel exemplaire, je pense. Il est noté ici, exige 410 Sport. Je ne connais pas bien, donc je vais juste profiter de cette belle voiture.
Quand je parlais de GT3 RS, je pense qu'on n'est pas trop loin. On est même pack Vessar avec ce capot en carbone. On a par contre à l'intérieur le côté Lotus qui rend la voiture beaucoup plus light puisque c'est simple et efficace. Le coffre arrière, enfin la persienne au-dessus du moteur en carbone, c'est vraiment une très belle pièce et un aileron dans l'esprit d'une vraie voiture de piste. Pour le côté vraiment racing, on a un gros diffuseur, une prise, enfin une trappe à carburant type aviation. Franchement c'est sympa, c'est dans l'esprit de la voiture. Des jantes équipées de semi-slick, des gros freins. À l'intérieur on distingue le levier de vitesse comme ça, brut, avec des surpiqûres sur un Alcantara, une petite casquette de tableau de bord en carbone mat. J'espère qu'on y reviendra sur cette voiture, pourquoi pas vous la présenter lors d'une prochaine vidéo. Retournons sur notre 997 GT3 RS, le chantier va continuer. Continuons ce chantier et ça va être plus visuel puisque c'est vrai que le côté fiabilisation de la partie circuit de refroidissement d'eau, c'était assez abstrait, mis à part le fait que nous avions remplacé des manchons existants par des manchons en aluminium. Et ce qu'on va voir, c'est que les anciens étaient pas mal abîmés. On pouvait voir que c'était juste en boutique, que c'était coincé dedans. Et bien là il y a des parties même qui étaient en plastique, on n'avait pas abordé, mais ça a été remplacé par une partie en aluminium. Et la chose qu'on peut voir, c'est les joints. Les joints sont tout plats. Il y a le côté tout plat et il y a le côté ça pourrait casser en fait puisque ça chauffe énormément. On a ici tout plein de petites pièces qui sont du même style avec des joints qui ont été remplacés. Les anciens sont ici et là on a un paquet de joints de chez Porsche. Alors à noter que ils sont pas tendres chez Porsche concernant ces tout petits joints en caoutchouc. Pas tendre, question prix. C'est le prix à payer justement pour pouvoir travailler avec des pièces de qualité et des pièces originales Porsche. Les petits joints, c'est pas grand chose, mais vous vous dites que dans ce sachet, alors il en manque quelques-uns puisque déjà utilisés, on en a pour quasiment 200 € de joints. C'est sur ces petites pièces que viennent se mettre ces joints. C'est quasiment les plus petits parmi tous ceux que nous avons, puisqu'il y en a des plus grands et fins. On en a des un petit peu plus épais et d'un diamètre moyen. Et après, on va passer sur des pièces plus traditionnelles, thermostat. C'est ce qui va permettre de faire chauffer plus ou moins vite la voiture. Et ce qui va l'empêcher de trop chauffer, la pompe à eau. La pompe à eau et son joint. Alors, tout est... dès que c'est possible, on prend de la pièce originale Porsche. Ici, c'est la pièce sur laquelle se fixe la pompe à eau. C'est pas encore son tour, c'est pas encore maintenant qu'on va l'installer. Sur le dessous, alors le dessous, c'est pas évident puisque tout ça, c'est un flat 6, c'est à plat et au milieu, il se passe plein de trucs. Et encore, on n'est pas sur la voiture, donc ça vous permet de montrer un petit peu les éléments, sinon on les verrait pas du tout. Ici, on a une grosse, alors on peut appeler ça, c'est une conduite d'eau en aluminium et on voit que ça a été remplacé puisque on voit que ça a été fiabilisé puisqu'on voit les soudures sur lesquelles on a mis les nouvelles pièces en alu. Tout est propre. On a cette petite pièce en plastique qui est ici. On retrouve la nouvelle pièce au milieu du moteur. Et c'est vrai que se dire que ça paraît tout bête toute cette partie, mais si on a ça à remplacer, il faut sortir le moteur. Donc autant anticiper, sortir le moteur et faire les choses bien et le mettre par des choses qui empêcheront le problème de se renouveler. Le thermostat est en place, c'est tout basique, mais
C'est pour vous montrer un petit peu le remplacement des pièces et surtout le remplacement des joints. Les nouvelles, là on voit bien les soudures. C'est quand même le nerf de la guerre, hein. Là, c'est de vraiment rendre tout ça super efficace. La pompe à eau va venir super efficace en termes de fiabilité, encore une fois. Et puis la pompe à eau qui va venir se mettre en place ici, sur le... Alors, là, c'est le thermostat qu'on va remboîter. Et ensuite, la pompe à eau sur le côté. Pour situer le truc, on va venir l'emboîter dessous l'alternateur. Tout ça, c'est des courroies d'accessoires et les galets. Ça va entraîner la pompe à eau. Ici, tout en bas, on a une petite pompe à huile qui est entraînée par contre par le vilebrequin. Donc c'est original et propre à Porsche puisque c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur une BM par exemple. C'est bizarre, tiens, une BM. Le chantier GT3 RS 997 continue. Vous avez le moteur, on n'en parle plus, c'est remonté. Passons maintenant à la transmission. Ici, ce qui nous intéresse principalement, c'est le différentiel. Le différentiel autobloquant, dans lequel on a remplacé les disques d'origine par des disques perf et les rampes de cet autobloquant par des rampes plus agressives. Ici, vous avez le couple conique qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte de vitesse qui se trouve juste à côté de moi. C'est assez basique, mais on se rend compte qu'il y a pas mal de réglages. Le client se plaignait d'être diff off, donc ne plus avoir de verrouillage de différentiel. C'est maintenant chose résolue, on a installé les pièces, mais il y a aussi un fonctionnement qui est différent puisque ça va verrouiller beaucoup plus fort, même si il y a une partie d'usure dans ce système, dans ce fonctionnement, eh bien il y a aussi une amélioration qu'on apporte. On se rapproche un petit peu d'un Drexler sur les BMW par exemple. Le principe est assez simple puisqu'on a remplacé un tas de disques et les deux pentes du différentiel. Mais par contre, en termes de réglage et en termes de compétences, c'est une autre affaire. La boîte de vitesse est ici. On a l'arbre qui vient se loger dans la partie transmission du moteur, le volant moteur, la partie embrayage. Et ici, on a le pignon conique, le pignon d'attaque qui va venir se loger sur le couple conique. Donc c'est là où aussi on pourrait changer le rapport de boîte pour mettre un pont court. Ça se fait aussi sur les Porsche. On ramène beaucoup les choses à BMW, mais les modifications sont les mêmes. Le différentiel va venir se plugger ici et vous l'avez deviné, sans doute compris, de chaque côté on va trouver les transmissions, donc comme on dit vulgairement, les cardans. Les cardans puisqu'on va refermer avec ce petit couvercle ici, installer la tulipe qui est là et ensuite on va pouvoir remonter tout ça dans la voiture. Dans cette partie de la boîte de vitesse, on va retrouver toute la pignonnerie. C'est en fait les rapports qu'on va retrouver ici, la première, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Et sur le côté, ce que vous voyez, c'est ce qui permet de refroidir cette boîte de vitesse. Pour finaliser cette partie modification de transmission, on va parler de ces câbles qui vont permettre de lier la boîte de vitesse au levier avec ce support. Donc tout ça, c'est des petits upgrades, mais je ne vais pas vous cacher que j'ai hâte d'essayer la voiture avec tout ça en plus. Nous avons terminé la partie installation. On a remis le moteur, la boîte en place. C'est un petit peu la phase de redémarrage puisqu'on a quand même tout vidangé, tout remplacé. Donc la voiture est fiabilisée et optimisée. À l'intérieur, c'est encore un petit peu le chantier puisque sur la partie boîte de vitesse, on avait parlé notamment du levier. Et je vous garantis que ce qui a été installé là, c'est pas de la rigolade et on va aller tester. Et c'est pourquoi tout n'est pas remis en place. On va faire quelques petits essais avant de tout
valider et remonter. Donc le but, c'est ça. Et là où cette voiture qui est proche de la perfection pêchait un petit peu sur la Allez, on va essayer. Une RS3, ou une RS3 qui commence à faire une RS3 insolente. La différence avec la pièce d'origine, c'est juste la précision. Ici, on a une pièce usinée en aluminium, c'est de haute qualité et du coup de haute précision. Ici, c'est du plastique moulé avec quelques pièces, le minimum syndical en acier, parce que ouais, voilà, chez Porsche on se moque pas du monde non plus. Là c'est vraiment de la très belle pièce. Je voulais vous la montrer pour pouvoir comparer. Donc ça, c'est fixé sur la voiture, ça vient commander la boîte via les gros câbles hyper rigides qu'on a installés également. Ouais, c'est du sérieux. Maintenant, on va pouvoir aborder la partie châssis. On reviendra sur toutes les modifications qu'on a fait jusqu'à présent lors de l'essai routier, en espérant que la météo nous permette de faire quelque chose de sympa. Allez, il y a de la belle pièce ici, dans la voiture, dans le moteur, dans la boîte de vitesse. Il va y en avoir maintenant au niveau des trains roulants. Les parties châssis, on vous avait présenté, il me semble, ces TOE. Donc les deux bras arrière qui sont finalement la différence entre une GT3 RS 3,8 litres comme celle-ci et en fait sur la suivante, la 4 litres, c'était une évolution. Donc le côté rotulé univalve qui apporte énormément de précision. On a beaucoup de retours sur les BMW notamment. Ça, TOE, c'est le bras de pince. C'est ce qui permet à l'arrière de faire un parallélisme précis et qui ne bouge pas. Deuxième élément qui apporte rigidité et donc précision dans le comportement de la voiture, eh bien c'est ce bras. Alors là on a un bras complet, à savoir qu'on avait un petit peu de jeu dans les bras de la voiture. Je crois qu'il y en avait plusieurs. Je crois 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Donc on va changer les 2 avant et les 2 arrière. Donc ils sont plutôt très ressemblants. Ça permet de mettre alors plus de carrossage. Vu déjà ce qu'elle a actuellement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Mais par contre, rigidité, rotule univalve ici et rotule univalve de ce côté. Et bel avantage pour cette pièce, c'est qu'ici elle est remplaçable. Donc on garde le bras et on change juste la pièce usée. GT3 RS, donc cette 997 continue ses upgrades, on a les nouveaux bras upgrade et les anciens. Donc on voit bien la différence. Ici on a le cylindre bloc avec cette partie qui est vide, donc ça laisse en fait beaucoup de mouvement à l'axe en fait qui est au milieu du bras. Ici on est en rigide, ça risque pas de bouger. D'ailleurs il y a cette petite pièce qui vient de tomber sur la table, c'est le côté rotulé au niveau du berceau. Bon, ici c'est pas mal rigide quand même, mais c'est pas non plus une rotule univalve. Pourquoi nous changeons ces bras initialement? C'est parce qu'on a du jeu dans cette rotule ici présente. Ensuite, on a les TOE, donc ça c'est le bras de pince arrière, et là clairement on voit le cylindre bloc, il n'y a rien de rigide. Bon, ici c'est une rotule, mais c'est surtout ici que c'est important, et on apporte un super réglage. Ça fait quand même vachement plus quali maintenant que cette caisse est upgradée. C'est parti, il est temps de tester cette voiture optimisée et fiabilisée. Allez, je suis assez impatient, la voiture me plaît énormément.
Revoici dans cette 997 GT3 RS 3,8 litres. Les Evo sont en place, je vous le disais, puisque optimisation, entretien, révision, fiabilisation, on a presque tout fait sur cette voiture. Le chantier a été plutôt long, mais on va voir, cette voiture est pas parfaite, c'est impossible, mais cette voiture est vraiment très très bien. Aujourd'hui, avec ce qu'on lui a apporté, je pense qu'elle peut être encore un petit peu plus performante et rigoureuse, puisque c'est ce qu'on attend un petit peu d'une GT3 RS, surtout RS. Premier sentiment, hein, la boîte de vitesse. Au-delà du fait que ce soit précis, c'est presque sonore. C'est sonore. Donc, c'est bien plus radical. Allons voir ce que ça donne sur la route. Ça verrouille sec, hein. La voiture est froide, mais le RS de radical prend tout son sens. Le R de radical, si c'est ce que ça veut dire. J'ai envie de dire qu'on ressent encore un petit peu plus les choses. Alors pour l'instant, pas d'inconvénient, à part le côté sonore qu'on avait déjà avant, puisqu'on l'a vu, l'embrayage, le volant moteur étant rigide, donc on a beaucoup de remontées de vibrations liées à la transmission globalement au moteur. Et ça, c'est voilà, c'est la première note. Ce premier phénomène est d'autant plus présent que nous sommes en sous-régime, et c'est vraiment là qu'on entend ce bruit. Le côté rotulé maintenant, pour l'instant, on n'entre pas dans un problème de confort. En fait, c'est plutôt normal. On a une bonne sensation du bitume, mais pour l'instant, la route n'est pas dégradée. Voyons si ça se complique après. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien et c'est plutôt précis. Alors, je vais dire, on est qu'à 50 km/h, mais on sent que dans le volant, on a gagné en précision. Et ça, c'est lié au fait de rotuler les bras qui avaient du jeu, en fait. Hein. Il y avait un petit côté usure, mais du coup, il y a un petit côté upgrade, comme d'habitude. On va lier l'utile à l'agréable. Alors, j'ai gardé ma veste, mais c'est un détail. Mais ce genre de voiture est assez peu isolé, phoniquement, on en a parlé, mais aussi en termes de... le côté thermique en fait de la chose, le moteur il y a juste une tôle, il y a très peu de choses qui permettent d'empêcher la chaleur de rentrer dans le véhicule, et ça se sent assez vite, malgré qu'elle n'est pas encore beaucoup roulée. Une chose à préciser, c'est qu'on n'a pas vraiment changé la géométrie. L'alignement de la voiture était plutôt correct. On a enlevé un petit peu de carrossage à l'avant, mais très légèrement. Il n'y en avait pas tant que ça. Et c'est surprenant comme la voiture est tellement efficace avec si peu de carrossage. On a l'impression qu'avec une BM, il en faudrait pas le double, peut-être pas, et quoique, peut-être le double pour avoir autant d'efficacité dans le train avant. Derrière, on a rééquilibré le carrossage, puisqu'il y avait une petite dissymétrie, mais rien de méchant. Et quand la route se dessine, et vous le savez, chez nous, elle se dessine plutôt en zigzag. Ça continue, hein, on est toujours aussi tenté d'accélérer, même sans rouler très vite. J'ose pas imaginer, hein. On va dire que c'est une découverte, donc on y va mollo. Mais vous l'aviez vu, il y avait déjà un petit peu de rythme, hein, dans l'essai de la voiture d'origine. Et là, on profite pas encore de l'aéro, on va dire. A noter qu'on a changé les pneus et que on est reparti sur la même chose, mais avec des gommes neuves, plus tendres, puisque les anciens pneus étaient secs de par les années, et peut-être une utilisation aussi, hein, avec un petit peu d'usure, mais là on sent qu'on a du grip, hein. Et puisqu'on parle de pneus, autant vous dire le modèle, c'est du Michelin VS Cup 2. Le couple de ce moteur, je comprends l'engouement des gens pour ce genre de voiture, et notamment la 997 qui plaît énormément. C'est le bon modèle entre les modernes et les anciennes. Je suis en 4e,
passe tous les virages et je passe une 5e, je suis à 3000 tours. Idéal pour un road trip par exemple. Ce qui n'empêchera pas de faire du circuit entre les deux. Bon, j'ai dit que j'allais garder ma veste, enfin je sais pas ce que j'ai dit mais en tout cas c'est certain, je vais l'enlever. Il commence à faire un petit peu chaud. Alors on pourrait mettre la clim mais il y a une deuxième chose, c'est que je suis pas vraiment à l'aise. On est dans une voiture équipée d'un siège baquet et on a envie d'en profiter de cette position de conduite. Et là c'est pas tout à fait le cas. Me voilà bien plus à l'aise. On recommence. Enfin, on continue. J'adore cette voiture. Vous le voyez, j'ai le sourire mais c'est pas pour rien. C'est vraiment... Ouais, c'est idéal pour se balader sur route. On peut penser que c'est inconduisible. Et ben franchement ça dépend de son degré de tolérance. Moi je trouve ça vraiment très cool. C'est des trucs tout bêtes, mais même le frein à main électrique, c'est pas beaucoup de charme en fait. Là on a le bon vieux frein à main, le bon vieux levier. Et une bonne vieille voiture, même si elle n'est pas si vieille, mais ça passe vite. On est en 2010, la voiture a actuellement 12 ans. Et c'est pas forcément l'âge qui fait que la voiture est vieille, mais c'est que ça évolue très vite, notamment à cause des boîtes de vitesse. Alors à cause ou grâce, ça dépend de ce qu'on va faire. Vous savez, je ne suis pas anti PDK, bien au contraire, et je ne suis pas non plus pro boîte méca. Enfin bref, peu importe, il faut mettre les bonnes pièces dans la bonne voiture et la bonne utilisation aussi. Là, Yaris GR m'a bluffé, et parce que certainement boîte mécanique, ben voilà, c'est pas une Yaris GR. Ici, c'est beaucoup plus gros, mais on ressent bien le côté plaisir de conduite dans ce levier. L'installation du levier prend tout son sens puisque là on va rouler plus vite, ce qui aide à engager les rapports. Oh, ce son, 5000 tours. Le 4.3 est fabuleux. J'adore cette voiture. C'est dur de vous faire ressentir vraiment tout ce que je ressens dans cette conduite, mais je pense que vous l'entendez. Tout remonte, toutes les informations. C'est vrai que maintenant que les trains sont rotulés, on a aussi, alors ils l'étaient partiellement, on a encore un peu plus de remontée d'informations de ce côté-là, sonore également. Donc côté moteur, boîte, on entend tout. Côté train et côté châssis, c'est pareil. Le levier de vitesse, c'est quelque chose de viril quand même. Là, j'ai dit radical au début, mais c'est clairement le cas. Et maintenant, qu'en est-il de la motricité, puisqu'on a changé, on a remplacé le différentiel. Son fonctionnement est globalement le même, mais c'est pas les mêmes réglages. On sent que ça verrouille bien. On va pas jouer à faire des burns. On a dit que bon là c'est sec, mais il y a des endroits c'est un petit peu humide. Je suis presque déstabilisé en fait par ce côté un petit peu radical de la voiture, puisqu'on la voiture est restée un petit peu en chantier. Il y a pas mal d'éléments, notamment la soudure. Enfin, il y avait plein de choses pour lesquelles on a dû patienter et fragmenter un petit peu le chantier. Et on oublie vite en fait, puisqu'on essaie plein de voitures, il y a de chance. Et là on prend vraiment quelque chose de sérieux entre les mains. Les arbres, la forêt et des virages. Très important la position de conduite. Faut être à l'aise, on prend quand même il y a du grip en latéral, il faut bien être maintenu. Ce qui est absolument bluffant et génial, c'est les transferts de masse. Cette voiture le fait parfaitement. Alors on va pas refaire l'essai complet de cette voiture, redire qu'il y a des freins, qu'il y a de l'aéro, qu'il y a du moteur.
qu'elle est proche de la perfection. En tout cas, les upgrades qu'on a, en tout cas les upgrades apportés se ressentent vraiment bien et c'est ça qui compte. Hein. On fait vraiment corps avec la route. Et je vous parlais du transfert de masse puisque c'est quelque chose qui permet au train, en tout cas ça les met vraiment en contrainte. Et quand le train est contraint d'un sens et qu'on envoie la voiture de l'autre, et ben c'est les cylindres blocs qui prennent cher et c'est eux qui vont faire que la voiture bouge. Et ben là ça bouge plus puisqu'il n'y en a plus beaucoup. Le cylindre bloc. Par contre du plaisir il y en a toujours autant. Je dirais même qu'il y en a plus puisque encore plus rigoureuse, donc ça fait encore un petit peu moins. Enfin voilà, on a moins de chances de se faire piéger en fait. Alors tout est possible, on est tellement au-delà de la marge d'accident en fait que vraiment on prend que du plaisir et c'est que du bonheur. Radical. L'embrayage, la butée d'embrayage, on l'entend vraiment bien, tout est normal. Hein. C'est une GT3 RS, on entend déjà beaucoup ce phénomène de butée dans une boîte PDK. Dès que la transmission est en rigide, peu importe l'organe, on perd en confort auditif, aussi un petit peu en termes de ressenti quand on débraye, quand on embraye, si jamais on relâche trop vite. Mais c'est pas ce qu'on cherche là-dedans. Sinon, il n'y aurait pas d'arceau, il n'y aurait pas d'harnais, il n'y aurait pas de baquet, on n'aurait pas autant de carbone et d'alcantara. Retournons au garage, il nous reste quelques petites bricoles, notamment du freinage. On va monter des durites aviation et on va remplacer le liquide de frein par quelque chose d'efficace, ce qui est peut-être déjà le cas, mais depuis combien de temps on ne sait pas. Il faut bien savoir que ça se charge en humidité et le liquide de frein haute température est encore est remplacé beaucoup plus rapidement qu'un traditionnel. Une balade, mais une balade de pur plaisir. C'est vrai hein, qu'elles ont du succès ces GT3 et c'est franchement mérité et à la hauteur de leur réputation. Disons que ce sont vraiment les derniers petits détails. On a monté les durites aviation et on a installé du liquide haute température. Donc du Castrol SRF, le meilleur des meilleurs. Et une petite touche quand même intéressante sur cette voiture qui est quand même très performante et très sollicitée. On remplace le liquide d'embrayage en même temps. Donc on a purgé l'embrayage hydraulique. Donc ça aussi c'est à noter quand même parce que la boîte de vitesse chauffe, l'embrayage également et ce liquide se détériore. Maintenant profitons de ce petit rayon de soleil pour faire une dernière balade. Perfect. Je suis persuadé que cette GT3 RS vous a plu. J'espère que la vidéo vous plaît tout autant. Abonnez-vous, Kenavo.